ont fait leur comeback à l'hémicycle après 3 semaines de boycott. En visite en Libye, le ministre algérien des Affaires maghrébines a annoncé que l'Algérie veut rouvrir le plus tôt possible son ambassade dans le pays. Enfin, la Tunisie occupe la 96e place au classement mondial de Reporters sans frontières. Ainsi se présente l'ossature de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Niger, les députés de l'opposition ont enfin regagné l'hémicycle après 3 semaines de boycott. Ce comeback répond à un appel de la coalition de l'opposition qui entend désormais mener sa lutte de l'intérieur de l'hémicycle. Nous sommes revenus pour l'intérêt général, pour l'intérêt du Niger, a expliqué le porte-parole de l'opposition. Le retour des opposants a eu lieu sans tambour ni trompette et les travaux se sont déroulés sans incident. L'ancien président du Bénin, Boni Yayi, désigné chef observateur de l'Union africaine pour l'élection présidentielle qui aura lieu en Guinée équatoriale le 24 avril prochain, est arrivé à Malabo. Ce mercredi, Thomas Boni Yayi est allé à la rencontre des membres de sa délégation dans un hôtel de la place à Malabo pour élaborer les méthodes de déploiement du 24 avril prochain. Reportage à Malabo pour Sika TV, Nassis Oum. Les observateurs internationaux qui ont été invités par le gouvernement de la République de Guinée équatoriale continuent à arriver dans la capitale Malabo pour vivre de près le déroulement des élections présidentielles du dimanche 24 avril 2016. Le chef de la mission des observateurs de l'Union africaine, l'ancien président béninois, Dr Thomas Boni Yayi, est arrivé mardi à Malabo. Ce mercredi, il s'est entretenu à huis clos pendant une demi-heure avec les membres de l'observation de l'Union africaine pour élaborer les stratégies de déploiement sur le terrain le 24 avril prochain. Pour le chef de la délégation de l'Union africaine, ils sont venus accompagner le peuple équato-guinéen dans l'échéance importante prévue le 24 avril prochain. Madame la présidente co-générale Lamini Jouma a dépêché à la demande de la Guinée équatoriale cette forte délégation, je crois de plus de 40 membres venus d'un grand nombre de pays du continent. Cette mission, qui s'ajoute à celle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, déjà présente en Guinée équatoriale, rassure sur le bon déroulement du scrutin. En rappel, c'est le 13 avril 2016 que la présidence de la Commission africaine avait porté son choix sur le docteur Thomas Boni Yayi, ancien chef de la République du Bénin, nommé chef de délégation à la mission d'observation en Guinée équatoriale pour l'échéance présidentielle du 24 avril prochain. Direction le Bénin où le nouveau ministre de l'Intérieur nouvellement installé, Saka Lafia, a reçu dans l'après-midi de ce mercredi la visite d'une délégation des protestants méthodistes. Une visite de courtoisie qui entre dans le cadre d'une tournée entamée par ces derniers pour féliciter tous les nouveaux ministres du pays ainsi que le président Patrice Talon. Suivons respectivement Jean Aclé, un membre de l'église protestante méthodiste du Bénin, et le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Avant que nous soyons à ce régime aujourd'hui, l'Église a beaucoup contribué à prier et nous avons vraiment prié pour que l'avènement que nous vivons aujourd'hui dans ce pays, pour que chacun de nous puisse être fier d'être béninois, soit arrivé, c'est pas la prière. Et quand nous avons fait ceci et que ceci est arrivé, alors il y a la délégation de l'Église qui va faire un peu le tour des ministères pour pouvoir les féliciter. En attendant d'aller voir le chef même qui est absent, dont le calendrier ne permet pas encore de nous recevoir, alors pouvoir venir féliciter. C'est ça que nous avons commencé par le ministre de l'Intérieur aujourd'hui qui a eu l'amabilité de nous recevoir de sitôt pour venir le féliciter et profiter, prier pour la nation, pour que les choses puissent aller autrement comme le peuple en a voulu. Dans les textes légaux de notre pays, ces associations, qu'elles soient religieuses ou laïques,
dépendent de mon cabinet. Donc c'est dans ce cadre que l'église est arrivée. Donc vous avez fait le tour de l'existence de cette confession religieuse. On a évoqué les problèmes, on a évoqué les facilités et nous sommes bien compris. Il n'y a pas eu de problème insurmontable qu'on a évoqué. Mais comme c'est une courtoisie, on n'a pas pu aborder tous les problèmes en détail. On s'est donné rendez-vous pour une autre fois, le temps que moi, en tant que ministre, je puisse avoir une maîtrise des méandres de toutes les associations et organisations qui existent dans notre pays. Je l'annonçais en titre, le ministre algérien des Affaires maghrébines l'a annoncé lors d'une visite à Tripoli. L'Algérie veut rouvrir le plus tôt possible son ambassade en Libye. La plupart des ambassades étrangères en Libye avaient fermé à l'été 2014 en raison de violences entre milices rivales. C'est le premier ministre arabe à se rendre dans la capitale libyenne depuis l'arrivée du gouvernement d'union nationale le 30 mars 2016. Abdelkader Messael a assuré qu'un ambassadeur algérien auprès de la Libye sera nommé le plus tôt possible. J'espère que l'Algérie sera le premier pays à rouvrir son ambassade dans ce pays bien-aimé. Nous sommes optimistes parce que vous n'avez pas de choix. Il n'y a pas d'autre choix pour les Libyens que de vous unir et de reconstruire votre État et reconstruire ses institutions dès que possible. La relation entre la Libye et l'Algérie est une relation qui ne peut être décrite que par le respect et la reconnaissance. C'est une relation historique. Nous sommes liés à l'Algérie sur de nombreux aspects. Une histoire commune et une frontière. Nous sommes un peuple. À l'instar d'autres représentations diplomatiques, le bâtiment de l'ambassade d'Algérie avait été la cible d'un attentat à la bombe en janvier 2015. Fin janvier 2016, Alger avait décidé de fermer son espace aérien au vol en provenance de Tripoli jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs pays européens et la Tunisie envisagent de rouvrir leurs ambassades en Libye depuis l'arrivée du gouvernement d'union. L'ONU a, elle, déjà rouvert sa représentation à Tripoli. Allons à présent en Tunisie où la responsable du bureau de l'Afrique du Nord de Reporters sans frontières était ce mercredi face à la presse. Occasion pour Yasmine Kacha d'affirmer que le climat en Tunisie reste favorable à la consolidation de la liberté de la presse et à l'émergence d'une presse indépendante. Reportage. La région de l'Afrique du Nord est aujourd'hui la zone la plus dangereuse dans le monde pour la liberté de la presse et pour les journalistes. C'est ce qu'a révélé ce mercredi la responsable du bureau de Reporters sans frontières pour l'Afrique du Nord. Yasmine Kacha salue cependant l'amélioration de la situation en Tunisie qui gagne 30 places dans le classement mondial de Reporters sans frontières. Beaucoup de nos espoirs se tournent aujourd'hui vers la Tunisie. La Tunisie qui occupe aujourd'hui la 96e place au classement mondial, elle est donc la première dans le monde arabe. Il faut se rappeler que la situation dans le monde arabe est une situation très difficile, donc c'est relatif. Disons qu'on peut relativiser cette position de la Tunisie, ça reste quand même un pays où le nombre d'exactions a diminué, même s'il continue à y avoir des pics de violence, notamment de la part des forces de l'ordre. Le nombre de procès contre les journalistes en 2015 est moins important et de manière générale, le climat en Tunisie reste favorable à la consolidation de la liberté de la presse et à l'émergence d'une presse indépendante. Pour la responsable du bureau de Reporters sans frontières pour l'Afrique du Nord, l'un des défis majeurs de la Tunisie reste l'indépendance des médias et de toutes les pressions politiques et financières. Un défi qu'elle appelle les autorités du pays à relever. Et puis en Russie, le pays s'affaire à célébrer l'an prochain le 100e anniversaire de la révolution d'octobre 1917 qui jeta les bases de l'URSS et consacra Lénine. Plus de 90 ans après la mort du leader bolchevique dont le corps embaumé est toujours conservé dans un mausolée sur la place Rouge à Moscou, Lénine reste très présent dans les esprits. Ici, il s'est adressé à la section moscovite du parti communiste bolchevique en 1918. À quelques centaines de mètres de là, au théâtre du Bolchoï, il a pris la parole devant le congrès de l'Internationale communiste.
Près d'un siècle après la révolution d'octobre 1917, qui sonna la fin du tsarisme, Lénine est toujours très présent en Russie. Un symbole fort auquel les Russes restent très attachés. Personne au sein du pouvoir n'est prêt à renoncer à l'héritage soviétique, parce qu'il est étroitement lié à la notion de la puissance, la superpuissance de l'Union soviétique née à l'après-guerre sous Staline. Donc on ne peut pas se débarrasser de Lénine. Le métro de Moscou n'a pas changé de nom depuis sa création en 1935. Il est toujours très officiellement baptisé le métro Lénine. En dehors de la capitale, à chaque ville russe, même modeste, sa statue à l'effigie du dirigeant soviétique. Son corps embaumé est toujours conservé dans un mausolée sur la place Rouge, un symbole loin de faire l'unanimité, surtout chez les jeunes, moins nostalgiques de l'URSS que les générations plus âgées. Il y a d'autres personnalités importantes aujourd'hui, c'est déjà de l'histoire ancienne. Je pense qu'il faut déplacer le mausolée et le mettre ailleurs, peut-être là où ses proches pourraient l'enterrer, avec tous les honneurs qui lui reviennent. Parce que la place Rouge, ça a une autre fonction, et on est à une autre époque. Dans un sondage réalisé en 2014, plus de 60% des Russes se déclaraient favorables au maintien des monuments à la gloire de Lénine, contre près de 20% qui souhaitaient les voir disparaître. Un débat difficile à trancher pour les autorités, qui se gardent bien de se prononcer sur un sujet aussi sensible. Kojovi Ahmed Tonou est déjà dans ce studio pour la revue de presse. On le retrouve juste après ceci. Kojovi Ahmed Tonou, bonjour. Bonjour Candice Leboué, salut aux amis téléspectateurs de SICA. Alors vous êtes là pour la revue de presse que nous démarrons par la République démocratique du Congo, où les autorités, malgré la fraude politique et sociale, tiennent droit dans leurs bottes. En effet, Lambert Mende dénonce les critiques des autorités américaines relatives au calendrier électoral. Oui, tout à fait. En République démocratique du Congo, faire constater Jeune Afrique présidentielle, donc en République démocratique du Congo, Lambert Mende répond au sénateur américain John McCain. Média Congo sur le même registre, mais cette fois avec le gouvernement, fait constater que Matata devant les députés pour faire le bilan de sa primature, 4 ans à la tête donc du gouvernement congolais. Peu radio au KPI sur le plan social nous fait constater qu'il y a agressement dedans à Ituri. En effet, des infirmiers bloquent le rapport de vaccination pour réclamer ce que c'est que leur prime. Et dans l'autre Congo, certaines régions subissent la crise post-électorale. La circulation aux poules serait perturbée. Oui, Congo Liberty en parle et note que crise post-électorale à la suite du scrutin du 20 mars 2016. Situation sécuritaire dans le département du pôle RFI Afrique Congo. Les bombardements perturbent la circulation dans la région de Pôle et puis Brazza News. Cette situation donc préoccupe plus d'un et la situation donc exige une ingérence des peuples d'Afrique et du monde selon Maître Céleste Ngansui, qui donc appelle les uns et les autres à venir donc en aide au Congo Brazzaville pour le sortir dans la situation actuelle. Et puis en Côte d'Ivoire, le corps de Ben Soumaoro, décédé en exil, a été rapatrié hier. Douleur et émotion étaient au rendez-vous. Oui, et c'est bien sûr le journal L'Inter qui est le premier quotidien que nous avons visité à cet effet et qui en parle. Rapatriement du Ghana en Côte d'Ivoire, de grosses difficultés pour ramener le corps de Ben Soumaoro. Hier, le journal est revenu sur ce qui s'est réellement passé à l'aéroport d'Abidjan, à l'aéroport plutôt du moins Accra. Alors LG Info nous informe qu'enfin il y a eu l'arrivée de la dépouille de Ben Soumaoro, suivi des hommages de la nation au Waraba Big Ben. Le temps n'est pas resté donc en marge de cette actualité. À travers donc ces hommages, le temps a noté des douleurs, des émotions et des pleurs à l'aéroport d'Abidjan, comme quoi l'homme est cher à la nation ivoirienne. Ainsi va le continent. Kojovi Ahmed Tonou, merci. C'est plutôt moi qui vous remercie et nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.